L'aiguille dansait sur la soie, emportant avec elle un secret. Chaque point était une prière, un vœu que je tissais depuis 6 mois. Des coutures anglaises, des ourlets roulotés à la main, des perles de rocaille que j'avais brodées une à une, jusqu'à ce que mes doigts saignent et que mes yeux me brûlent sous la lumière de la lampe. La robe s'étalait sur la table de ma salle à manger, tel un clair de lune capturé. Un satin de soie ivoire qui m'avait coûté l'équivalent d'1 mois de course. Mais chaque sacrifice en valait la peine pour le mariage de Chloé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter pour me dire d'où vous regardez. À 62 ans, mes mains n'avaient toujours plus la fermeté de leur jeunesse, celle de mes 20 ans lorsque j'avais cousu ma propre robe de mariée. Mais elles étaient plus sages. Chaque pli portait en lui des décennies de mémoire gestuelle. Chaque pince était façonnée par les fantômes des innombrables retouches que j'avais faites pour joindre les 2 bouts après le décès de Thomas. Cette robe était bien plus que du tissu et du fil. C'était ma déclaration d'amour à ma fille unique, l'enfant que j'avais élevé seule après la crise cardiaque de son père, quand elle n'avait que 12 ans. Le soleil matinal dessinait des carrés dorés sur le sol de ma cuisine, tandis que j'enveloppais la robe dans du papier de soie, comme ma mère m'avait appris à préserver les choses précieuses. Mon reflet dans le miroir du couloir montrait une femme amincie par l'inquiétude et les années passées, attirées sur chaque roue. Mais mes yeux brillaient de la satisfaction discrète du travail bien fait. Aujourd'hui, Chloé verrait ce que les mains de sa mère avaient créé dans le silence d'innombrables nuits. L'hôtel Le Bristol se dressait devant moi, une pièce montée de briques et de marbre. Le seul coût de son service de voiturier dépassait mes dépenses alimentaires mensuelles. Chloé avait choisi ce lieu, ou plutôt, sa future belle-mère, Solange de Varennes, l'avait imposé. Sachant que ma modeste pension d'enseignante ne pouvait couvrir une telle extravagance, j'avais proposé de m'occuper des fleurs, une contribution à ma portée. Mais Solange m'avait gratifié de son sourire pincé et avait dit « Oh, Élise, ne vous tracassez pas avec ça, nous nous occupons de tout. » La suite nuptiale bourdonnait d'un chaos onéreux. Tel un général sur un champ de bataille, Solange dirigeait une équipe de professionnels. Un maquilleur dont la mallette coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Un coiffeur dont les ciseaux bougeaient avec une précision chirurgicale. Et un photographe dont l'appareil crépitait sans cesse, capturant chaque instant de préparation faussement spontané. Chloé était assise au milieu de tout cela, telle une poupée de porcelaine, magnifique et immobile, pendant que des inconnus la fardaient, la coiffaient et s'agitaient autour d'elle. Ma fille avait toujours été ravissante, mais aujourd'hui, elle ressemblait à une autre. Une personne polie jusqu'à la perfection, ne reflétant que ce que les autres vous laisseraient voir. « Maman ». La voix de Chloé avait cette intonation particulière qui signifiait qu'elle avait besoin de quelque chose, tout en se préparant déjà à être déçue par ce que je pouvais offrir. « Tu es là. Bien. Nous sommes presque prêtes pour la robe. » Je soulevai la housse avec la révérence réservée aux objets sacrés. 6 mois de soirée après avoir corrigé des copies. 6 mois à économiser chaque centime. 6 mois à rêver du moment où ma fille se glisserait dans la soie et la dentelle confectionnée par les mains de sa mère. « J'ai apporté la robe », dis-je, ma voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Solange leva les yeux de son orchestration de la perfection nuptiale, son regard se posant sur ma housse comme un juge pesant une preuve. « Ah, la robe que vous avez faite. Quelle délicate attention. » Le mot « attention » tomba de ses lèvres comme une excuse diplomatique pour quelque chose de gênant, mais inévitable. Je commençais à ouvrir la fermeture éclair, mes doigts tremblant légèrement. Non pas de nervosité, mais de l'intensité de l'amour qui avait imprégné chaque couture. La soie en émergea, fluide comme de l'eau prenant forme, et pendant un instant, la pièce devint silencieuse. « C'est... » commença Chloé, puis s'arrêta. « C'est très... artisanal. » acheva Solange en s'approchant, avec l'air de quelqu'un examinant une marchandise endommagée. « Le travail des détails est assez... rustique. Rustique. 6 mois de coutures anglaises et de perles brodées à la main, qualifiées de rustique. » Je sentis quelque chose basculer en moi, une petite porte qui se fermait.
Chloé, ma chérie, continua Solange, sa voix mielleuse de fausse bienveillance. Peut-être devrions-nous envisager l'option de secours dont nous avons parlé. La robe Dior de la boutique. Elle est plus appropriée pour les photos. Les yeux de Chloé alertèrent de la robe que j'avais faite à la femme qui allait bientôt devenir sa belle-mère. Je vis ma fille peser ses options comme un marchand, calculant ses profits et ses pertes. Et je vis l'instant précis où elle choisit le chemin qui l'éloignait de moi. « Maman, je crois qu'on devrait peut-être prendre l'autre robe. Celle-ci est... » Elle chercha des mots qui ne seraient pas trop blessants. Elle n'est juste pas tout à fait adaptée au lieu. La douleur aiguë du rejet transperça 23 années de genoux écorchés que j'avais pansés, de cauchemars que j'avais chassés et de rêves que j'avais encouragés. Je repliai la robe dans son linceul de papier de soie, mes gestes prudents et précis, de la manière dont j'avais appris à gérer la déception, la dignité intacte. « Bien sûr, » dis-je, « tout ce qui peut te rendre heureuse. » Je sortis dans le couloir pour leur laisser de l'intimité, mais aussi pour respirer. L'épais tapis étouffaient les bruits des préparatifs, mais je pouvais encore entendre des voix à travers la porte que je n'avais pas tout à fait refermée. « Dieu merci, tu as repris tes esprits. » La voix de Solange portait clairement. « Tu imagines les photos ? Tout le monde se serait demandé d'où sortait cette robe. » Chloé rit, un son clair et nerveux qui me transperça. Si quelqu'un demande, je dirais juste qu'elle ne m'allait pas. On dirait un truc trouvé dans une friperie, de toute façon. Les mots me frappèrent comme des coups. 6 mois de ma vie. Mon amour, mon espoir que je comptais encore pour l'enfant que j'avais élevé. 6 mois réduits à une source de gêne digne d'une friperie et à un rire nerveux. Je restais là, dans ce couloir d'hôtel, la housse de la robe serrée contre ma poitrine, et je sentis quelque chose de fondamental changer en moi. Pas se briser. La brisure implique quelque chose qui peut être réparé. C'était plutôt une métamorphose, comme un serpent qui abandonne une peau devenue trop étroite. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais voir Chloé enfiler la robe Dior, son visage rayonnant de soulagement. Solange la lui zippa avec la satisfaction de quelqu'un qui venait d'éviter un désastre social. Le photographe mitraillait, capturant le moment de la transformation de fille en belle-fille. Pendant ce temps, ma propre création gisait oubliée sur une chaise, tel un papier cadeau jeté. Je retournais dans la pièce, d'un pas mesuré de quelqu'un qui a pris une décision. « Je vais la remporter à la maison », dis-je en soulevant ma robe avec une détermination nouvelle. « Oh, maman, je suis désolée. Peut-être que je pourrais la porter pour le dîner de répétition ?» La voix de Chloé avait la résonance creuse des lots de consolation et des arrière-pensées. « Non, » dis-je simplement. « Ce ne sera pas nécessaire. » Je déposai un baiser sur le front de ma fille, inhalant l'odeur de laque coûteuse et de parfums d'emprunt qui ne ressemblaient en rien à l'enfant qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Passe un mariage magnifique, ma chérie. Alors que je m'éloignais dans le couloir de l'hôtel, j'entendis Solange dire « Eh bien, c'était plus facile que prévu. Parfois, les gens ont juste besoin d'accepter la réalité. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur mon ancienne vie. Dans mes bras, enveloppés de papier de soie et de fierté blessée, se trouvait le début de quelque chose de complètement différent. Dehors, l'air printanier portait un parfum de possibilité, mêlé au gaz d'échappement et aux rêves des autres. Je plaçai la robe avec soin sur le siège arrière de ma voiture, l'installant comme une cargaison précieuse pour un voyage vers une destination inconnue. Le trajet du retour me fit passer devant le quartier où j'avais élevé Chloé seule, devant l'école où j'avais enseigné pendant 37 ans, devant tous les repères familiers d'une vie passée, au service des autres. Mais aujourd'hui, ces lieux semblèrent différents, plus petits en quelque sorte, comme si je les avais regardés à travers la mauvaise lentille pendant tout ce temps. Ma maison m'accueillit avec ses craquements et ses ombres familiers, les mêmes murs de cuisine jaunes que j'avais peints quand Chloé était entrée au lycée, les mêmes photographies relatant une vie d'anniversaire, de remise de diplômes et de mardis ordinaires, qui, d'une manière ou d'une autre, avaient abouti à l'éducation d'un être humain. Je déployais à nouveau la robe sur la table de ma salle à manger, lissant la soie de mes mains douces.
La lumière de l'après-midi attrapait les perles que j'avais cousues, en motifs spiralés sur le corsage, chacune placée avec la précision d'une femme qui comprenait que les détails comptaient, même et surtout quand personne d'autre ne les remarquait. Les coutures anglaises étaient plates et parfaites, invisibles de l'extérieur mais assez solides pour durer des générations. Ce n'était pas le travail d'une friperie, c'était de l'art né de l'amour et affiné par la nécessité. Je me préparais une tasse de thé, un Darjeeling assez fort pour réveiller un mort, et m'assis à regarder la robe pendant que la vapeur s'élevait de ma tasse comme de l'encens. Quelque part en ville, Chloé marchait vers l'hôtel dans une élégance d'emprunt. Mais ici, dans ma maison silencieuse, entourée des outils de mon art, je sentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'éveil de ma propre ambition. Le téléphone sonna une fois pendant ma veillée, probablement Chloé, appelant de sa suite nuptiale, la voix pétillante de champagne et de culpabilité, prête à expliquer, à s'excuser et à tout arranger. Je le laissai sonner. 3 jours s'écoulèrent dans un silence miséricordieux. Pas d'appel de la lune de miel à Saint-Barthélemy. Pas de fleurs avec des cartes d'excuses. Pas de visite de voisins bien intentionnés qui avaient entendu des rumeurs sur le drame du jour du mariage. Juste moi. La robe et la certitude croissante que quelque chose de fondamental avait changé dans l'architecture de ma vie. Je me surpris à étudier la robe avec un regard neuf, la voyant non pas comme un amour rejeté, mais comme la preuve d'un talent que j'avais oublié posséder. L'ourlet rouloté à la main représentait à lui seul 40 heures de travail qui coûterait 900 € dans n'importe quelle boutique de mariage décente. La construction du corsage, des découpes princesses, avec des courbes parfaites, était du niveau de la haute couture. La voix de ma mère résonna dans ma mémoire. « Élise, tu as des mains d'artiste. Ne les gâche pas pour les rêves des autres. » Le jeudi matin, alors que je photographiais la robe sous différents angles, documentant mon travail comme un enquêteur sur une scène de crime, la sonnette retentit. À travers le judas, je vis une jeune femme aux boucles sombres s'échappant d'un chignon désordonné, tenant ce qui semblait être un plat à gratin et arborant une expression déterminée qui signifiait qu'elle ne partirait pas facilement. « Madame Barlier !» Sa voix avait un léger accent que je ne pouvais situer. « Je suis Manon Dubois. J'habite dans l'appartement au-dessus de la boulangerie de la rue de la République. J'ai entendu... Enfin, j'ai entendu que vous auriez peut-être besoin de compagnie. Manon. » Le nom évoqua un vague souvenir de Chloé, la mentionnant des années auparavant. Une fille qui avait travaillé au café où Chloé révisait pour son master. Elles avaient été amies, ou du moins en bons termes, avant que le cercle social de Chloé ne se réduise pour n'inclure que des personnes pouvant faire avancer la carrière de son mari. J'ouvris la porte pour trouver une femme d'environ 28 ans, les doigts tachés de peinture et le genre de sourire authentique qui m'était devenu étranger. Elle me tendit le plat à gratin comme une offrande. « Un gratin dauphinois », dit-elle. « La recette de ma grand-mère. Je me suis dit que vous ne cuisiniez peut-être pas beaucoup cette semaine. Comment avez-vous... » « Chloé m'a appelé, » dit simplement Manon. « Il y a 3 nuits. Ivre et en larmes depuis sa chambre d'hôtel à Saint-Barth. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, ce qu'elle a dit sur la robe. Ses yeux sombres brillèrent d'indignation. J'avais envie de prendre la voiture et d'aller lui remettre les idées en place, mais... Les Antilles, c'est un peu loin pour une intervention. Malgré moi, je faillis sourire. « Entrez !» J'étais justement en train de faire du café. Manon entra dans mon vestibule et s'arrêta net, son regard fixé sur la robe exposée sur ma table de salle à manger. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Puis elle porta la main à sa bouche. « Pardon, je veux dire... Ouah, c'est ça la robe ?» Elle s'en approcha comme un pèlerin s'approchant d'un sanctuaire, ses doigts flottant à quelques centimètres au-dessus de la soie. « Madame Barlier, c'est un travail de musée, rien que la broderie. Combien de temps ça vous a pris ? » 6 mois. 6 mois. Elle se tourna vers moi, son expression passant de l'admiration à la fureur. 6 mois de votre vie, et elle a qualifié ça de qualité de friperie devant cette reine des glaces de belle-mère.
Je me surpris à hocher la tête, surprise par le soulagement d'avoir quelqu'un, n'importe qui, pour reconnaître l'énormité de la trahison. « Vous savez à quoi ça me fait penser ?» continua Manon, tournant autour de la robe comme une critique d'art, étudiant un chef-d'œuvre. « À cette robe de mariée que Joy Cavuto portait. La construction, l'attention aux détails. Ce n'est pas juste une robe, c'est de la couture. Vous vous y connaissez en technique de confection. » Les joues de Manon s'empourprèrent légèrement. « J'ai fait une école de mode à Paris pendant 1 an avant que mon père ne tombe malade et que je doive rentrer à Lyon pour aider au bouchon familial. Depuis, je suis serveuse et je fais des retouches à côté, mais... » Elle fit un geste vers la robe. Je n'ai jamais rien vu de tel en dehors d'un musée. Quelque chose s'agita dans ma poitrine. Un sentiment que j'avais presque oublié. La reconnaissance, le respect professionnel. La reconnaissance de la compétence par quelqu'un qui comprenait le métier. « Voulez-vous un café ?» demandai-je. Nous nous assîmes dans ma cuisine, l'enthousiasme de Manon remplissant l'espace comme la lumière du soleil, à travers des fenêtres, en hiver. Elle me posa des questions détaillées sur mes techniques, admira des photos d'autres pièces que j'avais réalisées au fil des ans, et écouta avec un intérêt sincère, tandis que je lui expliquais la différence entre les coutures anglaises et les coutures rabattues, l'art de monter des manches sans fronce, la patience requise pour les boutonnières cousues main. « Vous savez, » dit-elle en tenant sa tasse de café, « ma cousine Léa se marie dans 3 mois. Son budget est quasiment inexistant. Elle est assistante sociale, son fiancé est instituteur en maternelle, et elle en pleure depuis des semaines. Elle ne peut rien s'offrir de décent, et elle est trop fière pour demander de l'argent à la famille. C'est difficile, murmurai-je, bien que quelque chose dans son ton suggéra que cette conversation se dirigeait vers un but précis. Elle fait à peu près la taille de Chloé, continua Manon nonchalamment. Peut-être un peu plus grande, mais pas de beaucoup. L'implication flottait entre nous comme un pont, attendant d'être traversé. Je regardais à travers l'arche vers la robe, me souvenant de son poids dans mes bras lorsque je l'avais emportée, loin de la suite nuptiale de Chloé. Une soie qui n'avait jamais connu la joie pour laquelle elle avait été créée. « Vous pensez qu'elle voudrait porter une robe rejetée ?» demandai-je. « Je pense qu'elle pleurerait de gratitude de porter une robe aussi belle, » dit fermement Manon. « Léa regarde des horreurs en polyester en ligne à moins de 250 €. Ça, » dit-elle en désignant la salle à manger, « ça la ferait se sentir comme une reine. » Cet après-midi-là, Manon amena Léa voir la robe. Ma nièce, techniquement ma petite cousine, mais nous n'avions jamais fait de cérémonie sur les degrés précis de parenté, entra dans ma salle à manger et s'arrêta de respirer. Léa avait toujours été la battante de la famille, celle qui avait choisi le travail social plutôt que la fac de droit, qui sortait avec des enseignants plutôt que des médecins, qui conduisait une Honda vieille de 15 ans et parvenait quand même à envoyer de l'argent à ses parents chaque mois. À 31 ans, elle avait mérité chaque ride de rire au coin de ses yeux et chaque cale sur ses mains à force de bénévolat au refuge. « Tati Élise » murmura-t-elle, utilisant le titre de courtoisie familiale qui me serra le cœur. « C'est vraiment toi qui as fait ça ?»« Oui, pour le mariage de Chloé. » Je hochai la tête, regardant le visage de Léa passer par un cycle d'émotions. L'émerveillement, la reconnaissance, puis un éclair de colère protectrice en mon nom. Elle ne l'a pas porté. Non, elle a choisi autre chose. Léa tendit la main pour toucher la soie, puis la retira comme si elle avait peur d'abîmer quelque chose de précieux. « Je ne peux pas. C'est trop beau, trop cher. Ça a sa place dans un mariage à 60 000 €, pas dans un barbecue dans le jardin avec des chaises pliantes. »« Léa, » dis-je, me surprenant par la fermeté de ma voix. « Cette robe a été faite avec amour. Elle était destinée à célébrer un mariage, à rendre quelqu'un belle, le jour le plus important de sa vie. Ce quelqu'un pourrait être toi. » Manon poussa sa cousine. « Et c'est là. »« Mais... et c'est là. » répétai-je. 20 minutes plus tard, Léa se tenait devant le miroir de ma chambre, transformée. La robe lui allait comme si elle avait été faite pour son corps. La soie coulait sur ses courbes,
avec une grâce liquide. Le ton ivoire réchauffait sa peau mate, et les perles cousues main captaient la lumière comme des étoiles. « On dirait… » La voix de Léa se brisa. « On dirait une vraie mariée. Tu ressembles à toi-même, » dis-je. « Juste sublimé. » Manon sortit son téléphone. « Ne bouge plus. Je dois immortaliser ce miracle. » La photo qu'elle prit captura quelque chose de magique. Le sourire radieux de Léa, le drapé parfait de la soie, la façon dont la confiance avait transformé sa posture. Sur cette image, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une femme amoureuse, portant une robe faite par quelqu'un qui comprenait que l'amour devait être célébré et non rejeté. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit Léa, les larmes faisant légèrement couler son mascara. « Porte-la avec joie, » lui dis-je. « C'est un remerciement suffisant. » Mais Manon avait d'autres idées. « En fait, » dit-elle, sa voix prenant ce ton de quelqu'un sur le point de suggérer soit une idée de génie, soit un désastre. « Je pense qu'on devrait poster cette photo. Léa est incroyable, et les gens devraient savoir le genre de travail que tu fais. » Manon, l'avertis-je, mais elle était déjà en train de taper sur son téléphone. « Juste sur mon Instagram, j'ai environ 300 abonnés, principalement d'autres gens de la restauration et des étudiants en art. Quel est le mal ?» Elle posta la photo avec une légende qui me serra la poitrine d'une fierté inattendue. « Quand ta cousine a besoin d'une robe de mariée, mais ne peut pas s'offrir de la haute couture, et que la mère de ton amie s'avère être une maîtresse couturière secrète. Cette robe a été cousue à la main pendant 6 mois par Élise Barlier, une enseignante à la retraite qui a clairement raté sa vocation. Léa est resplendissante, et cette robe est la preuve que le véritable art existe dans les endroits les plus inattendus. Couture faite main, véritable artiste, robe de mariée, femme de talent. » La réaction fut immédiate et écrasante. En quelques heures, le téléphone de Manon n'arrêtait pas de vibrer avec des commentaires, des partages et des messages directs. Des gens voulaient m'aider savoir où ils pouvaient accommoder un travail similaire. Des mariés dont les mariages n'étaient encore dans des mois commencèrent à demander des prix. Des couturières locales la contactèrent avec une admiration professionnelle. Le soir, la photo avait été partagée 47 fois. Le lendemain matin, elle avait atteint 2000 vues, et Manon répondait à des demandes venant d'aussi loin que Marseille et Strasbourg. « Madame Barlier !» dit Manon, en arrivant à ma porte avec du café, des croissants et une expression d'excitation à peine contenue. « Je crois qu'il faut qu'on parle de créer une entreprise. » J'étais assise à la table de ma cuisine, faisant défiler commentaire après commentaire de louanges et de demandes, me sentant comme si quelqu'un avait allumé les lumières dans des pièces que j'avais oubliées. Pendant des décennies, j'avais cousu par nécessité. Raccommoder des vêtements, faire des ourlets de rideaux, confectionner des costumes d'Halloween avec un salaire d'enseignante. Mais cela semblait différent. Cela ressemblait à une possibilité. « Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise, » dis-je. « Mais vous savez tout de la fabrication de robes qui font que les femmes se sentent comme des déesses, » rétorqua Manon. « C'est ça, la partie difficile. Le reste, on peut l'apprendre. » Par la fenêtre de ma salle à manger, je pouvais voir Madame Martin promener son chien, le même trajet qu'elle faisait chaque jour depuis les 15 ans que j'habitais cette maison. Même heure, même rythme, même orbite prévisible autour du quartier. Il y a 3 jours, je suivais ma propre orbite prévisible. Enseignante à la retraite, mère mise au rebut, femme dont les meilleures années étaient supposées être derrière elle. Maintenant, la photo de Léa me souriait depuis l'écran du téléphone de Manon, et des inconnus demandèrent à me payer pour les compétences que j'avais failli laisser mourir en silence. « Que suggères-tu exactement ?» demandai-je. Le sourire de Manon aurait pu alimenter tout le quartier, en électricité. « Je suggère qu'on rappelle au monde que les vrais artistes ne sont pas toujours accrochés dans des galeries. Parfois, ils sont assis dans des cuisines de banlieue, créant de la magie, une couture à la fois. » Dehors, Madame Martin termina sa boucle prévisible et disparut dans sa maison. Mais à l'intérieur de la mienne, entourée de fils,
de rêve et de l'enthousiasme contagieux d'une jeune femme, je sentis les premiers frémissements de quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. La liberté. Le mariage de Léa était dans 3 semaines, quand l'appel qui changea tout arriva. J'étais dans ma chambre d'amis convertie, désormais officiellement mon atelier de création, selon le panneau peint à la main que Manon avait fabriqué, en train de dessiner des modifications pour une robe de mère de la mariée, quand mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif était local. « Madame Barlier ? Ici Isabelle Moreau de France. 3 régions. J'ai vu la photo de la robe de mariée que vous avez faite, et j'aimerais faire un reportage sur les artisans locaux. Seriez-vous intéressé par une interview ?» Ma main trembla en posant mon crayon. Pardon, quoi ? La photo de la robe de mariée a été partagée plus de 15 000 fois la semaine dernière. Les gens vous appellent l'artiste couturière cachée de la banlieue lyonnaise. Nous aimerions raconter votre histoire. 15 000 fois. Le chiffre semblait surréaliste. Impossible. Je pensais au rire nerveux résonnant dans cette suite d'hôtels. On dirait un truc trouvé dans une friperie. Et je ressentis une satisfaction si vive qu'elle aurait pu couper de la soie. Je devrais y réfléchir. Bien sûr. Mais Madame Barlier, j'ai vu la robe en personne hier. Léa Dubois est ma coiffeuse, et elle m'a montré la robe. C'est de la qualité de musée. Les gens devraient me connaître un travail comme ça. Après avoir raccroché, je m'assis dans le silence de ma maison transformée. En 3 semaines, j'avais accepté 7 commandes. Manon m'avait aidé à créer un site web de base, à calculer des prix qui reflétaient à la fois ma compétence et mon besoin de manger, et à naviguer dans le monde étrange des réseaux sociaux, où des inconnus complimentaient mes coutures anglaises et suppliaient pour des disponibilités de rendez-vous. Le téléphone sonna à nouveau presque immédiatement. « Maman !» La voix de Chloé me frappa comme de l'eau froide. Nous ne nous étions pas parlé depuis le mariage, bien que j'ai entendu par des canaux familiaux que la lune de miel avait été parfaite et qu'elle et Marc s'installaient magnifiquement dans la vie conjugale. « Bonjour Chloé. »« Maman, Sa voix avait ce souffle particulier qui signifiait qu'elle était sur le point de demander quelque chose, tout en faisant semblant de l'offrir. « J'ai entendu parler de l'interview à la télé et de toute l'attention que tu reçois pour la couture. Je trouve ça merveilleux. »« Vraiment ? » ?»« Bien sûr. J'ai toujours su que tu avais du talent, et je pensais qu'on pourrait peut-être déjeuner ensemble. J'ai quelques idées sur la façon de t'aider à développer cette petite entreprise. » Cette petite entreprise. L'expression atterrit comme une coupure de papier. Petite, mais étonnamment douloureuse. Je suis assez occupée ces jours-ci, Chloé. Oh, je sais. C'est pourquoi je pensais qu'on pourrait discuter de stratégies d'efficacité. Peut-être que tu pourrais rationaliser ton processus, utiliser des matériaux différents qui sont plus rentables. Marc a quelques idées sur la manière de développer les entreprises artisanales. Il traite avec des entrepreneurs créatifs tout le temps dans son travail de consultant. Je fermais les yeux, voyant avec une clarté parfaite la conversation que Chloé avait déjà eue avec son mari et sa belle-mère. Le petit passe-temps de couture d'Élise attirait l'attention, ce qui signifiait qu'il pouvait être utile, mais seulement s'il était correctement géré et affiné selon leurs normes. « À quel genre de matériaux pensais-tu » demandai-je. « Eh bien, tu sais, rien de trop cher. Peut-être des mélanges synthétiques, au lieu de la soie. Et on pourrait s'approvisionner en perles en gros, au lieu que tu couses tout à la main. » Marc dit que la clé de la rentabilité est de réduire les processus à forte intensité de main-d'œuvre. Des mélanges synthétiques. Ne dis pas ça comme ça, maman. J'essaie de t'aider. La robe que tu as faite pour Léa était ravissante, mais soyons honnêtes. Tu ne peux pas passer 6 mois sur chaque robe si tu veux gagner de l'argent réel. De l'argent réel. Par opposition à l'argent imaginaire que je gagnais, apparemment en facturant des prix justes pour un artisanat de maître. « Chloé, » dis-je prudemment, « as-tu vu l'annonce du reportage ? C'est en fait pour ça que j'ai appelé. Je pense que c'est une exposition merveilleuse.
Mais tu devras faire attention à la façon dont tu te présentes. Peut-être que je pourrais t'aider à te préparer pour l'interview. M'assurer que tu dis les bonnes choses. Les bonnes choses. Comme si mes propres mots décrivant mon propre travail n'étaient pas adéquats sans sa direction éditoriale. Je te rappellerai, dis-je, et raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Manon arriva 1 heure plus tard, avec de la nourriture thaïlandaise à emporter et l'expression de quelqu'un qui avait répondu au téléphone toute la journée. « Ta fille m'a appelé », annonça-t-elle en posant des boîtes de pâtes thaï sur la table de ma cuisine. Elle voulait savoir si je t'encourageais dans cette entreprise de couture et si je comprenais les réalités financières du travail sur mesure. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'en 3 semaines, tu as gagné plus d'argent par heure que moi, en tant que serveuse, et que tes réalités financières incluent une liste d'attente de clientes, prêtes à payer des prix élevés pour un travail qu'elles ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Les yeux de Manon brillèrent. Ensuite, j'ai peut-être mentionné que qualifier un artisanat de qualité muséale d'entreprise de couture montrait une incompréhension fondamentale de l'art et du commerce. Je me surpris à sourire pour la première fois de la journée. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme on peut s'y attendre. Elle a suggéré que je prenais peut-être un peu trop la confiance et qu'il serait malheureux que j'encourage une femme de ton âge à prendre des décisions de carrière irréalistes. À mon âge, 62 ans, apparemment trop vieille pour de nouveaux rêves. « Manon, dis-je soudainement, tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais à l'école de mode? Avant que ton père ne tombe malade. » Son visage changea, la vulnérabilité remplaçant la férocité protectrice qu'elle arborait. Je voulais créer des vêtements pour de vraies femmes. Pas des mannequins taille 0 ou des célébrités, mais des femmes avec des courbes, des histoires et des vies qui ne rentraient pas dans les patrons standards. Elle rit, mais le son était creux. Naïf, n'est-ce pas? Les professeurs nous poussaient constamment vers des designs commercialement viables, des vêtements qui pouvaient être produits en masse et commercialisés pour le plus grand nombre. Et si ce n'était pas naïf? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me levai, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre, d'où je pouvais voir le jardin prévisible de mes voisins. Les mêmes fleurs plantées dans les mêmes motifs, année après année, sûres et banales, et mourant lentement par manque d'imagination. Et si on ne se contentait pas de prendre des commandes pour des robes de mariée? Et si on lançait vraiment une véritable entreprise? Des vêtements sur mesure pour les femmes qui ont été ignorées par l'industrie de la mode? Manon posa sa fourchette. « Élise, es-tu en train de suggérer ce que je pense que tu suggères? Je suggère qu'une enseignante à la retraite et une ancienne étudiante en mode pourraient savoir quelque chose sur ce que les vraies femmes veulent vraiment porter. Je suggère que le commercialement viable a rendu la mode ennuyeuse et sans âme, et qu'il y a peut-être de la place pour quelque chose de différent. Le silence s'étira entre nous, plein de possibilités et de terreur à parts égales. Il nous faudrait un capital, dit finalement Manon. Du matériel, un local, des matières premières, une vraie licence commerciale, du marketing au-delà des publications Instagram. J'ai quelques économies, dis-je. Et cette maison? Je pourrais faire un prêt hypothécaire. Élise, c'est ta sécurité, ton filet de sécurité. Non, dis-je en me détournant de la fenêtre pour lui faire face. Chloé était mon filet de sécurité. Ma pension d'enseignante était ma sécurité. Cette maison était mon refuge du monde. Mais rien de tout cela ne m'a vraiment mise en sécurité, n'est-ce pas? Chloé a jeté 6 mois de mon amour sans un regard en arrière. Ma pension couvre à peine mes factures. Et cette maison a été une belle prison, où je disparaissais, lentement. Manon resta silencieuse un long moment, étudiant mon visage comme pour y chercher des signes de folie passagère ou de résolution permanente. « Comment on appellerait ça ?» demanda-t-elle enfin. « L'entreprise ?» Oui. Comment appellerait-on une entreprise de vêtements sur mesure, lancée par une enseignante à la retraite et une étudiante en mode en fuite dans la banlieue de Lyon? Je pensais au visage de Léa dans le miroir, à la joie de créer quelque chose de beau pour quelqu'un qui l'appréciait vraiment,
au rire nerveux de Chloé et au sourire dédaigneux de Solange, et aux années que j'avais passées à me faire plus petite pour correspondre aux attentes des autres. Le fil des histoires, dis-je. Des vêtements sur mesure par des femmes qui comprennent que chaque corps raconte une histoire digne d'être honorée. Le sourire de Manon commença lentement et s'élargit comme un lever de soleil. Le fil des histoires. J'aime bien. Elle sortit son téléphone. Je cherche les exigences pour une licence commerciale. Manon, attends. On le fait vraiment? Elle leva les yeux de son écran, son expression passant de l'excitation à quelque chose de plus profond et de plus sérieux. Élise, il y a 3 semaines, tu étais une enseignante à la retraite dont la fille te traitait comme une obligation embarrassante. Aujourd'hui, tu es une artiste recherchée, avec une liste d'attente de clientes et une interview télévisée, prévue pour vendredi. Demain. Elle haussa les épaules. Demain, on change l'industrie de la mode. Une robe sur mesure à la fois. Le lendemain matin, je me réveillai avant l'aube et me rendis dans mon atelier, où la robe de Léa était suspendue sur le mannequin comme une promesse tenue. Dans la lumière douce, je pouvais voir chaque point, chaque perle, chaque choix que j'avais fait au service de la création de quelque chose de beau. Cette robe ne resterait jamais oubliée dans un placard ou ne serait jamais qualifiée de qualité de friperie. Elle serait portée par une femme qui comprenait sa valeur, photographiée par des gens qui reconnaissaient l'art quand ils le voyaient, et on s'en souviendrait comme du début de quelque chose d'extraordinaire. Je fis du café et m'assis à ma machine à coudre, entourée de rouleaux de soie, de boîtes de boutons vintage et de tiroirs pleins de fils de toutes les couleurs imaginables. Mon téléphone affichait 17 nouveaux messages de clientes potentielles, 3 appels de journalistes et un SMS de Manon. Trouver un local commercial en centre-ville. Tu veux aller le voir cet après-midi? Il y avait aussi un message vocal de Chloé, sa voix tendue par ce qu'elle pensait probablement être de l'inquiétude, mais qui ressemblait plus à de la frustration. « Maman, j'ai repensé à notre conversation d'hier, et je pense vraiment que tu devrais être plus prudente avec tout ça. Lancer une entreprise à ton âge, surtout quelque chose de si risqué, peut-être qu'on devrait s'asseoir avec Marc et faire un vrai plan. Rappelle-moi. » Je supprimais le message sans l'écouter une seconde fois. L'interview avec Isabelle Moreau était prévue pour le vendredi après-midi. Le mariage de Léa était le samedi. Et quelque part entre les deux, je devais décider si j'étais Élise Barlier, l'enseignante à la retraite avec un passe-temps inoffensif, ou Élise Barlier, l'artiste qui avait passé 62 ans à apprendre exactement ce dont elle était capable de créer. Mais alors que j'enfilais ma machine avec de la soie ivoire et commençais à travailler sur une robe pour une mariée qui m'avait choisie spécifiquement parce qu'elle avait vu les photos de Léa et voulait quelque chose d'aussi beau et personnel, je réalisais que la décision avait déjà été prise. Chloé pouvait garder sa sécurité et sa sagesse conventionnelle. Je choisissais la révolution, une couture à la fois. Le reportage de France 3 fut diffusé un mardi soir d'octobre, exactement 6 mois après le mariage de Chloé. Je le regardais depuis l'appartement de Manon, au-dessus de la boulangerie, entouré d'échantillons de tissus et de plans d'affaires, pendant qu'elle faisait un commentaire en direct qui me fit rire aux larmes. « Regarde-toi !» dit-elle alors que mon double télévisé expliquait la différence entre les ourlets cousus à la machine et ceux roulotés à la main. On dirait que tu as fait des interviews toute ta vie. À l'écran, je montrais la broderie sur la robe de Léa, maintenant mise en évidence dans notre portfolio, tandis qu'Isabelle Moreau m'interrogeait sur mon parcours. La femme interviewée avait l'air confiante, professionnelle, passionnée par son métier. Elle ne ressemblait pas à la mère délaissée de quelqu'un ou à une enseignante à la retraite, remplissant ses heures vides. L'histoire d'Élise Barlier est remarquable, narrait la voix d'Isabelle sur des plans de mon atelier. Après 37 ans d'enseignement, elle a trouvé une seconde vocation en créant des robes sur mesure qui rivalisent avec les plus grands créateurs du monde. Sa liste d'attente s'étend maintenant sur 8 mois et elle s'est récemment associée à Manon Dubois pour lancer Le fil des histoires,
Une boutique spécialisée dans les vêtements sur mesure, pour les corps des vraies femmes. Les corps des vraies femmes. La phrase était une suggestion de Manon, et l'entendre à la télévision fit naître en moi une fierté féroce. Le reportage se termina par des images du mariage de Léa, la robe flottant comme une poussière d'étoiles liquides, alors qu'elle dansait avec son nouveau mari, son visage rayonnant d'une joie qui n'avait rien à voir avec des lieux coûteux ou des marques de créateurs, et tout à voir avec l'amour célébré, authentiquement. Le téléphone de Manon commença à sonner avant la fin du générique. En une semaine, nous avions 47 nouvelles demandes, 3 requêtes de clientes hors de la région et un email d'un réalisateur de documentaire intéressé à suivre notre histoire. Plus important encore, nous avions signé le bail du local en centre-ville. Manon avait trouvé un espace d'angle lumineux avec de hautes fenêtres et assez de place pour plusieurs postes de couture, un véritable espace d'essayage et une petite galerie où nous pourrions exposer les pièces finies. Chloé appela le lendemain de la signature du bail. « Maman, j'ai vu l'interview. C'était très bien. » Sa voix portait l'attention particulière de quelqu'un, essayant de paraître encourageant tout en calculant les dégâts. Marc pense que l'exposition devient peut-être un peu incontrôlable cependant. Il craint que tu ne fasses des promesses que tu ne peux pas tenir. J'étais en train d'épingler un patron de corsage sur de l'organza de soie. Le téléphone coincé entre mon oreille et mon épaule, dans une position qui aurait horrifié mon chiropracteur. Quelle promesse serait-ce? Eh bien, la liste d'attente de 8 mois. Ça semble irréaliste. Et ce partenariat avec Manon. Marc a fait des recherches et son expérience en affaires est assez limitée. Il pense que tu prends peut-être des décisions trop rapidement. Marc pense. Comme si les opinions de mon gendre avaient plus de poids que mon propre jugement sur ma propre vie. Chloé, je prends des décisions depuis 40 ans de plus que Marc n'est en vie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que lancer une vraie entreprise, c'est compliqué. Il y a des questions de responsabilité, des implications fiscales, des assurances. Marc pourrait t'aider à comprendre. Je comprends parfaitement. L'interrompis-je, ma voix plus sèche que prévu. Je comprends que Manon et moi avons construit quelque chose de beau et de rentable en 6 mois, tandis que toi et Marc avez passé ce même temps à essayer de me convaincre que je suis trop vieille et inexpérimentée pour savoir ce que je fais. Le silence s'étira sur la ligne téléphonique. Quand Chloé reprit la parole, sa voix était plus petite, plus prudente. « Maman, j'essaie de veiller sur toi. En me disant d'utiliser des tissus synthétiques et des garnitures produites en masse, en suggérant que je rationalise mon processus pour éliminer tout ce qui rend mon travail distinctif, ce n'est pas veiller sur moi, Chloé. C'est essayer de me transformer en quelqu'un de plus sûr, quelqu'un qui ne te mettra pas dans l'embarras en rêvant trop grand. Ce n'est pas juste. Ah non. Je posais mes épingles et accordais toute mon attention à la conversation. Quand est-ce que tu m'as demandé mon avis sur mon travail, pour la dernière fois, sans suggérer immédiatement des moyens de le rendre plus petit, moins cher ou plus conventionnel? Quand as-tu exprimé de la fierté pour ce que j'ai accompli sans ajouter un « mais » ou un avertissement? Un autre silence. Celui-ci dura assez longtemps pour que je coupe 3 pièces de patron et commence à les disposer sur la table de coupe. « Les gens du documentaire m'ont appelé », dit finalement Chloé. « Quels gens du documentaire ?»« La réalisatrice qui t'a contacté, Marilyn Wilson. Elle voulait interviewer des membres de la famille sur ta transformation. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Bien sûr qu'elle l'avait dit. La pensée des caméras capturant son rejet de la robe, du monde voyant comment elle avait traité le cadeau de sa mère, devait être terrifiante. « C'est ton choix », dis-je d'un ton égal. « Maman, s'il te plaît, on peut se voir pour un café? Je pense qu'on a besoin de parler face à face. » Je regardais autour de moi dans mon atelier, les robes à moitié finies suspendues, comme des promesses, sur leur forme. Le tableau d'inspiration couvert de croquis et d'échantillons de tissu. Les cartes de visite que Manon avait conçues avec notre logo et le slogan « Où chaque corps raconte une histoire »
digne d'être honorée. Je suis très occupée ces jours-ci, peut-être après les fêtes. Noël était dans 8 semaines. La suggestion flottait entre nous comme une porte se fermant lentement, mais de manière décisive. « Maman, je dois y aller. J'ai un essayage à 14 heures. » Je raccrochais et restais dans le silence de ma vie transformée, sentant le poids du choix que je venais de faire. Pendant des mois, j'avais changé, grandi, devenant quelqu'un de nouveau. Mais ceci était différent. C'était le moment où j'avais cessé d'être d'abord la mère de Chloé pour devenir Élise Barlier, artiste et femme d'affaires, qui se trouvait être aussi la mère de quelqu'un. L'essayage était pour Madame Lefebvre, une veuve de 70 ans qui voulait une robe pour le mariage de son petit-fils. Elle avait fait les grands magasins pendant des mois, sans succès. Tout était trop jeune, trop serré, trop méprisant pour un corps qui avait vécu 7 décennies et méritait chaque marque d'expérience. « Je ne veux pas avoir l'air d'une vieille peau qui se prend pour une jeune fille », avait-elle dit lors de notre consultation. Mais je ne veux pas non plus avoir l'air d'aller à un enterrement. La robe que je lui avais conçue était un crêpe élégant d'un vert forêt profond, avec des manches 3/4 et une subtile ligne A qui effleurait sa silhouette avec grâce. Des boutons recouverts cousu main descendaient ça dans le dos, et j'avais ajouté une délicate broderie de perles à l'encolure qui captait la lumière sans crier gare. Lorsque Madame Lefebvre sortit de la cabine d'essayage, elle se tint devant le miroir à 3 pans pendant un long moment, sans parler. « Madame Barlier, » dit-elle finalement, la voix épaisse d'émotion. « Je me ressemble, mais la meilleure version de moi-même. C'est le but, » dis-je en ajustant légèrement l'ourlet. « Honorez qui vous êtes, pas le cacher. » Ma belle-fille m'a suggéré d'acheter quelque chose en ligne, disant que ce serait moins cher et plus pratique, dit Madame Lefebvre, en lissant la jupe avec des mains respectueuses. Je suis si contente de ne pas l'avoir écoutée. Alors que novembre s'enfonçait dans le début de l'hiver, la réputation du fil des histoires grandit, au-delà de tout ce que j'avais osé imaginer. L'équipe du documentaire nous suivit pendant 2 semaines, capturant le processus de création de pièces sur mesure et interviewant des clientes qui parlaient avec une émotion sincère de se sentir belles dans leur propre peau, pour la première fois depuis des années. Manon gérait le côté commercial avec une compétence qui me rendait reconnaissante d'avoir fait confiance à mon instinct de partenariat. Elle négociait avec les fournisseurs, gérait notre calendrier de rendez-vous et répondait aux demandes des médias avec l'habileté de quelqu'un qui avait appris à se débrouiller dans la restauration, mais qui rêvait de plus grand. Nous avons embauché 2 couturières, toutes 2 âgées de plus de 50 ans, qui avaient été licenciées d'emploi en usine et à qui on avait dit que leurs compétences étaient obsolètes. Les voir redécouvrir leur art dans notre atelier lumineux, c'était comme assister à des résurrections. L'espace devint un havre pour des conversations que je n'aurais jamais pensé animer. Les femmes parlaient de leur corps, non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des histoires à célébrer. Elles partageaient des expériences de frustration lors du shopping, de se sentir invisibles dans une industrie de la mode qui semblait conçue pour d'autres personnes, de redécouvrir la confiance dans des vêtements qui correspondaient à leur vie réelle. « Vous savez ce que j'aime le plus dans cet endroit ?» demanda Catherine, une avocate de 45 ans, essayant une veste de tailleur que j'avais conçue pour s'adapter à sa silhouette post-mastectomie. Personne ici n'agit comme si mon corps était anormal d'exister. La veste lui allait parfaitement, professionnelle et féminine, sans essayer de cacher ou de surcompenser quoi que ce soit. Le reflet de Catherine montrait une femme prête à commander dans n'importe quelle salle d'audience ou de conseil d'administration, à l'aise dans sa peau et dans un tissu parfaitement taillé. 2 semaines avant Noël, l'histoire qui a tout changé éclata. Le magazine Élégance lyonnaise publia un article intitulé « La couturière qui a volé Noël », un jeu de mots qui fit grogner Manon, mais qui généra une attention énorme. L'article détaillait mon parcours, de la robe de mariée rejetée à l'entreprise florissante, avec des photos avant-après et des témoignages de clientes qui se lisaient comme des lettres d'amour à l'artisanat.
Mais c'est l'encadré qui fit sonner mon téléphone sans arrêt pendant 3 jours. Sous le titre « La robe qui a tout commencé », le magazine avait imprimé toute l'histoire du mariage de Chloé. Comment j'avais passé 6 mois à créer une robe de haute couture pour la voir rejetée comme de la qualité de friperie par ma propre fille. Ils avaient obtenu des photos de la robe et de la réaction de Chloé, bien qu'ils aient eu la courtoisie de flouter son visage dans les images publiées. La réaction du public fut immédiate et écrasante. Les réseaux sociaux explosèrent de soutien pour « la maman qui a transformé le rejet en révolution ». Le fil des histoires et « Élise Barlier » devinrent des tendances sur Twitter. Les blogueurs de mode écrivirent des articles de fond sur l'agisme dans les industries créatives et la valeur de l'artisanat fait main. Plus révélateur encore, les commandes affluèrent de femmes qui mentionnèrent là spécifiquement vouloir soutenir une entreprise qui honorait plutôt qu'elle ne rejetait la génération de leur mère. Manon me trouva dans l'atelier le 3e jour du chaos médiatique, assise à ma machine à coudre, les larmes coulant sur mon visage alors que je travaillais sur un simple ourlet. « Élise, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une publicité incroyable. Nous sommes complètes jusqu'à l'été prochain. »« Je sais, » dis-je en essuyant mes yeux avec le dos de ma main. « Ce n'est pas pour ça que je pleure. »« Alors pourquoi ?» Je posai mon aiguille et me tournai vers elle. « Parce qu'il y a 37 ans, quand Chloé est née, je rêvais d'être le genre de mère dont elle serait fière. J'ai eu 2 emplois pour lui payer ses études. J'ai sacrifié tous les luxes pour lui donner des avantages que je n'avais jamais eus. Et quelque part en chemin, j'ai oublié qu'elle était aussi censée être fière de moi. » Manon s'assit à côté de moi sur le petit banc, son expression pensive. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle finalement. « Je pense que tu l'as élevée pour qu'elle soit fière de toi. Mais quelque part en chemin, elle a oublié que la fierté ne consiste pas à avoir une mère qui est pratique ou conventionnelle. Il s'agit d'avoir une mère qui est assez courageuse pour devenir exactement qui elle est censée être. » Dehors, la pluie d'hiver de Lyon peignait des motifs abstraits sur des vitres qui étaient devenus synonymes de transformation. À l'intérieur, entourée des outils de mon métier et des preuves de rêves manifestés, je réalisais que l'opinion de Chloé, autrefois le soleil autour duquel mon monde tournait, était devenue une simple voix parmi tant d'autres. Et pour la première fois depuis des décennies, ce n'était pas la voix la plus forte dans la pièce. La première neige de décembre tomba un jeudi, le jour même où Chloé vint enfin voir ce que j'avais bâti. Je l'aperçus à travers les grandes vitrines du fil des histoires, debout sur le trottoir d'en face, comme une touriste étudiant un monument étranger. Elle portait le manteau de laine noire que je lui avais offert pour Noël il y a 3 ans. Parfaitement taillé, cher, le genre de choix sûr qui semblait approprié dans n'importe quel contexte, sans faire de déclaration sur la femme qu'il portait. Pendant 20 minutes, elle resta là pendant que je travaillais avec Madame Martin sur un essayage de robe de fête, toutes les 2 faisant semblant de ne pas remarquer la silhouette en noir qui regardait depuis le froid. Madame Martin, ma vieille voisine, qui était devenue l'une de mes clientes les plus enthousiastes, rompit finalement le silence prudent. « N'est-ce pas votre fille, là-bas? Elle a l'air morte de froid. »« Oui, » dis-je en ajustant l'ourlet de sa robe de velours bordeaux. « En effet. Eh bien, pour l'amour du ciel, Élise, faites entrer cette jeune fille avant qu'elle ne se transforme en glaçon. » Mais je ne bougeai pas vers la porte, et elle ne traversa pas la rue. Nous restâmes sur nos territoires tombes respectifs, séparés par l'asphalte, et 8 mois de choix qui ne pouvaient être annulés. Quand Madame Martin partit, emmitouflée dans son manteau et portant la housse de vêtements avec une fierté discrète, Chloé s'approcha enfin. Elle poussa la porte avec les mouvements prudents de quelqu'un entrant en territoire ennemi, ses yeux balayant l'espace transformé. Le parquet brillant que Manon et moi avions nous-mêmes rénové. Les cabines d'essayage sur mesure avec leurs rideaux élégants. Le mur de la galerie présentant des photographies de notre travail. « Maman !» Sa voix était plus petite que dans mon souvenir. « Chloé !» Elle se déplaça dans l'atelier comme quelqu'un visitant une exposition de musée, s'arrêtant à la table de coupe où je travaillais sur une robe de réveillon pour une cliente qui voulait se sentir spectaculaire
à 68 ans. La soie argentée capta la lumière de l'après-midi. Et je regardais Chloé reconnaître la qualité de la construction, la complexité de la broderie, les heures de travail qualifiées qui avaient été consacrées à chaque couture. « C'est magnifique », dit-elle finalement. « Merci. L'article du magazine ?» Elle s'arrêta, déglutit, essaya à nouveau. Je ne savais pas qu'ils allaient écrire sur la robe de mariée, sur ce que j'ai dit. Je continuais à épingler le corsage, mes mouvements stables et exercés. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait quand tu as qualifié 6 mois de mon travail de qualité de friperie? Pensais-tu que ça resterait privé pour toujours? J'étais nerveuse. Solange était... Solange. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu réfléchissais assez clairement pour rire. Les mots tombèrent entre nous comme des épingles lâchées. Chloé tressaillit comme si je l'avais giflée. Je me suis excusée pour ça. Je t'ai appelé. J'ai envoyé des fleurs. Tu t'es envoyé des fleurs à toi-même? L'interrompis-je. Pour te sentir mieux de m'avoir blessée. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois comment je me sentais. Tu n'as jamais reconnu ce que cette robe représentait. Chloé se dirigea vers la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre qui séparait le chaud du froid, l'intérieur de l'extérieur. Je sais que tu es en colère contre moi. Non. Je posai mes épingles et lui fis face directement. J'ai été en colère pendant environ 1 semaine. Puis j'ai réalisé que la colère n'était qu'une autre façon de rendre tes opinions plus importantes que ma réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai arrêté de me soucier de savoir si tu approuvais mes choix, et j'ai commencé à me soucier de savoir si je les approuvais, moi. Le silence s'étira entre nous, rempli du poids de 8 mois de transformation. Dehors, l'après-midi de décembre à Lyon peignait tout en nuances de gris et d'argent, tandis qu'à l'intérieur, notre atelier brillait d'une lumière chaude et des preuves d'un travail qui comptait. Le documentaire sort le mois prochain, dit brusquement Chloé. Marilyn Wilson m'a rappelé. Elle voulait inclure des interviews de toi et moi, discutant de notre réconciliation. Notre quoi? Les joues de Chloé s'empourprèrent. Je lui ai dit que nous étions en train de régler les choses, que tu m'avais pardonné, et que nous étions plus proches que jamais à cause de ce qui s'était passé. Je fixai ma fille, cette femme que j'avais élevée, pour qui je m'étais sacrifiée, que j'avais aimée, avec la complétude féroce que seules les mères connaissent, et ne ressentis rien d'autre qu'une vaste et calme clarté. Tu as dit à une réalisatrice de documentaire que je t'avais pardonné, sans jamais demander si c'était vrai. Tu ne m'as pas pardonné? La question flottait dans l'air comme un défi. Les yeux de Chloé contenaient certains latentes de l'absolution. La supposition que l'amour maternel finirait par surmonter n'importe quelle blessure, que suffisamment de temps et de succès effacerait le souvenir de sa cruauté. « Chloé, dis-je doucement, le pardon n'est pas quelque chose que tu peux déclarer en mon nom. Mais tu es ma mère? Oui, je le suis. Et pendant 62 ans, j'ai cru que cela signifiait que je devais absorber chaque blessure, excuser chaque offense et prétendre que tes besoins comptaient plus que ma dignité. Mais les mères sont aussi des êtres humains, avec des sentiments qui méritent le respect. Le sang-froid de Chloé craqua enfin. Alors, tu ne vas jamais me pardonner? Je suis censée payer pour un moment de faiblesse pour le reste de ma vie? Un moment? Je me dirigeais vers le mur de la galerie, où des photographies montraient tac l'évolution du fil des histoires. De la robe de mariée de Léa à l'élégance vert forêt de Madame Lefebvre, en passant par des dizaines de femmes qui avaient trouvé confiance dans des vêtements sur mesure. Ce n'était pas un moment, Chloé. C'était des années à me traiter comme une source d'embarras, à mépriser mes opinions, à supposer que le jugement de ton mari avait plus de poids que mon expérience. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que tu m'as demandé mon avis sur quelque chose d'important, pour la dernière fois? Quand m'as-tu rendu visite pour la dernière fois sans avoir besoin d'une faveur? Quand m'as-tu déjà présenté à tes amis comme quelqu'un dont tu es fier, plutôt que quelqu'un que tu dois justifier? Chaque question atterrit comme un point de couture parfaitement placé. Maintenant, ensemble, un patron que Chloé n'avait jamais été forcée de voir clairement. Elle s'arrêta, ses mains tordant la lanière de son sac à main coûteux.
Je ne sais pas comment réparer ça. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être réparé, dis-je. Peut-être que ça doit être accepté tel quel. Manon choisit ce moment pour revenir de son déjeuner avec un investisseur potentiel. Ses bras chargés d'échantillons de tissu et son visage illuminé par l'air froid et l'excitation. Elle s'arrêta net quand elle vit Chloé, son expression passant à une neutralité prudente. « Chloé !» dit-elle avec une politesse professionnelle. « Contente de te voir ?» Manon. La voix de Chloé portait la raideur particulière qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait comme indignes de son attention. « Je vois que les affaires marchent bien. Mieux que bien. Nous nous étendons à un deuxième emplacement, à Strasbourg l'année prochaine. » Je regardais Chloé traiter cette information. Je la vis réaliser que Manon, la serveuse qu'elle avait rejetée comme prenant trop la confiance, était maintenant ma partenaire commerciale dans une entreprise valant plus que ce que son mari gagnait en honoraires de conseil. « C'est... félicitations !» parvint à dire Chloé. « Merci. » Manon posa ses échantillons et se dirigea vers la table de coupe, sa présence créant un tampon entre Chloé et moi. « Élise, l'investisseur a adoré ton portfolio. Elle veut présenter le fil des histoires dans le numéro de printemps de son magazine sur les femmes entrepreneurs de plus de 50 ans. Femmes entrepreneurs de plus de 50 ans. La phrase aurait été inimaginable pour moi il y a un an, quand je me définissais encore comme la mère de Chloé, la veuve de Thomas et une enseignante à la retraite remplissant ses heures vides de passe-temps. Chloé observa cet échange avec une compréhension croissante. Ce n'était pas le petit projet de couture de sa mère qui avait besoin d'être géré ou amélioré. C'était une entreprise légitime, dirigée par des femmes qui connaissaient leurs valeurs et exigeaient le respect de leur expertise. « Je devrais y aller, » dit soudain Chloé. « Je vois que vous êtes occupée. »« Chloé. » Je l'arrêtai à la porte. « Je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne te déteste pas, je ne te veux aucun mal. Mais je n'ai pas non plus besoin de ton approbation, de ta gestion, ou de ta version de « veiller sur moi ». Alors, où est-ce que ça nous mène ? Je considérais sérieusement la question, regardant cette femme qui partageait mon ADN, mais pas mes valeurs, qui avait hérité de mon entêtement, mais pas de mon respect pour les rêves des autres. Ça nous laisse en tant que deux adultes qui se trouvent être de la même famille, dis-je. Si tu veux plus que ça, tu devras le mériter. Pas par des excuses, des fleurs, ou en disant à des réalisateurs que nous nous sommes réconciliés, par des actions qui montrent que tu respectes réellement la femme que je suis devenue. Le visage de Chloé passa par un cycle d'émotions. La blessure, la colère, la reconnaissance, quelque chose qui aurait pu être le début de la compréhension. Et si je ne peux pas faire ça, alors tu ne le pourras pas. Mais je ne ferai pas semblant du contraire pour nous rendre l'une ou l'autre plus à l'aise. Elle hocha lentement la tête, les larmes faisant légèrement couler son mascara, de la même manière que celle de Léa, lorsqu'elle s'était vue pour la première fois dans ma robe de mariée, mais pour des raisons entièrement différentes. « Au revoir, maman. Au revoir, Chloé. » La porte se referma derrière elle avec un léger carillon, et je la regardai à travers la vitre regagner sa voiture. Elle ne se retourna pas vers l'atelier, ne s'arrêta pas pour admirer l'élégant panneau que Manon avait commandé, ni la vitrine présentant notre dernier travail. « Ça va ?» demanda doucement Manon. « Je vais parfaitement bien, » dis-je, et je le pensais. Ce soir-là, je m'assis dans mon studio au-dessus de la boutique. Nous avions aménagé l'espace lorsque le bail de ma maison de banlieue avait expiré, décidant que vivre au-dessus de notre travail nous convenait mieux que de maintenir la prétention d'une séparation entre l'art et la vie. Les murs étaient soit couverts de croquis et de photographies, de rouleaux de tissu organisés par couleur et par poids, et d'une seule image encadrée. Léa dans ma robe de mariée, rayonnante de joie. Mon téléphone vibra avec un SMS de Marilyn Wilson. Première du documentaire le 14 février sur Netflix. La couturière, une histoire de transformation tardive. Félicitations, Élise. Tu as créé quelque chose de magnifique. Dehors, les nuits d'hiver de Lyon scintillaient des lumières des fenêtres des autres. Les rêves des autres vécus dans de petits actes de courage quotidiens.
Quelque part en ville, Chloé racontait probablement à Marc notre conversation, cherchant une validation pour ses sentiments blessés et des conseils stratégiques pour regagner l'approbation de sa mère. Mais je n'étais plus cette mère. Du moins, pas de la manière dont je l'avais été. J'étais Élise Barlier, artiste et entrepreneur. Une femme qui avait appris que l'amour sans respect n'était qu'un autre mot pour la servitude. Le matin, je commencerais à travailler sur une robe de mariée pour une fiancée qui m'avait choisie spécifiquement parce qu'elle avait entendu l'histoire de la robe qui avait lancé une révolution. Elle voulait quelque chose qui honorait à la fois la tradition et la transformation. Quelque chose qui la ferait se sentir belle, tout en disant au monde qu'elle n'était le compromis de personne. Je savais exactement quoi créer pour elle. Après tout, je m'étais entraînée sur ce modèle particulier toute ma vie.